Lui, c'est Agustín Tapia. Surnommé le Mozart de Catamarca, sa ville natale en Argentine, il s'apprête à jouer le point le plus important de sa jeune carrière. Face à lui, Juan Lebrón et Alejandro Galán, les numéros 1 mondiaux depuis 3 ans, deux monstres qui martyrisent leurs adversaires année après année. Agustín a 21 ans et à ses côtés se trouve Fernando Belasteguin, 40 ans, dit Bela, le dieu vivant de ce sport, qui a été pendant 16 ans numéro 1 mondial et qui a pris sous son aile le jeune Argentin pour le faire décoller à son tour et atteindre les sommets. Ce tournoi, le Masters, c'est une compétition réunissant les 8 meilleures équipes de l'année. 8 équipes qui se sont battues une saison entière pour être dans le tableau final de l'épreuve la plus prestigieuse de leur sport. 8 équipes plus solides techniquement, physiquement et dont la science du jeu dépasse le commun des mortels. Tout se joue maintenant, en finale, après un deuxième set irrespirable, au bout du tie-break, devant plus de 5000 personnes. La van a salir a buscar. Tapia, Belasteguin, apretando mucho esa volea de revés, Vela. Tapia. La van a salir a buscar, la van a salir a buscar. ¡Son maestros! À 21 ans, Agustín devient le plus jeune joueur de l'histoire à remporter le Masters et je vous propose de découvrir l'histoire de ce sport ludique et spectaculaire. Bienvenue dans le Club Reverboisé. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire du padel. Je préfère vous prévenir tout de suite, on a un petit problème. Notre histoire, elle remonte à pas si loin que ça, et pour avoir des infos sur le créateur du paddle, on a quand même des interviews en tout genre, de la part d'amis, de sa femme, son fils ou encore des proches. Et ce qui est marrant, c'est que les histoires, même entre elles, elles changent un peu. Je vais essayer de faire de mon mieux pour décrypter tout ça, mais je vous cache pas qu'il y a quand même une petite part de romance. Il faut revenir quelques années en arrière, dans les années 50 environ, au Mexique. Notre ami Enrique Corcuera est un homme d'affaires mexicain. Oui, je dis notre ami parce qu'il a inventé un sport que j'aime beaucoup trop, donc à partir de maintenant c'est un copain. Notre Enrique, du coup, il est fan de tennis et de pelote basque, et avec sa famille, il se retire souvent dans une hacienda pour les vacances, située à Bon, ici, où il a une raffinerie de sucre et dans laquelle il y a un fronton. Sauf que la pelote basque, t'y joues pas avec mamie, et même avec des potes un peu dégourdis, c'est vraiment pas évident. Sa femme et ses amis lui font leur remarque, et Enrique décide de faire construire un autre mur face au fronton, à environ 20 mètres, et de mettre un filet. On rajoute des raquettes de tennis, et voilà. En jouant comme au tennis, lorsque la balle les dépasse parce qu'ils sont trop loin, et bien avec un mur derrière soi, ces balles reviennent, et si on anticipe un peu, on peut la rejouer et continuer le point. Tout le monde s'amuse, les amis, la famille, les enfants, c'est beaucoup plus ludique. Enrique, sans le savoir, vient d'inventer un nouveau sport. Mais un fronton avec des murs, ça existe déjà, ça s'appelle un trinquet. Et dans un trinquet, si tu mets un filet au milieu, ça a aussi un nom, un sport qui existe depuis bien longtemps, l'ancêtre de tous les sports de raquettes, le jeu de paume. Donc pour l'instant, ils ont réinventé un format mini d'un sport dont on reparlera très vite sur la chaîne d'ailleurs, qui existe déjà depuis des dizaines d'années. Mais tout va changer lorsqu'en 1969, à Acapulco, notre copain qui a un peu de rond achète une nouvelle maison. Et c'est là que les histoires diffèrent un peu. D'après la femme d'Enrique, Viviana, c'est parti d'une idée au fronton, dont je vous parlais tout à l'heure. Puis il a adapté sa trouvaille aux dimensions de son jardin, qui n'était pas très grand, et petit à petit, avec des itérations, il en est arrivé au terrain de paddle. Pour son ami, la création du paddle vient d'un élément très important dans la vie d'un daron, la sieste. En été, il fait chaud à Acapulco, et les parents, entre 15h et 17h, ils se reposent les yeux. La fille d'Enrique, Viviana, elle fait pas la sieste. Elle joue avec une raquette et une balle dans le jardin et elle joue contre un mur. Sauf que ce mur, c'est celui de la chambre des parents, donc il vrille. Enrique fait poser un mur à l'opposé du sien pour être tranquille et rajoute un filet au milieu. Le problème maintenant, c'est que les balles continuent à se perdre sur les côtés du terrain, donc il monte 2 autres murs sur les côtés et nous avons officiellement notre première piste de paddle, le fameux 20 par 10, 20 mètres de long pour 10 mètres de large. Alors, je vous cache pas que j'ai quand même lu et regardé pas mal d'interviews, du circuit mondial, de magazines spécialisés, de proches de la famille, et quand on voit qu'on a des réponses qui, dans les mêmes interviews parfois, sont floues, se contredisent, ben ça permet pas d'avoir le vrai fin mot de l'histoire. Donc le résumé, c'est que dans son jardin à Acapulco, qui n'était pas assez grand pour faire un terrain de tennis, il a posé des murs pour pas perdre les balles, et paf, il a créé le paddle. Mais comment le sport a pris du coup? Eh bien notre Enrique a quand même beaucoup d'amis, et sa maison va se transformer en lieu de rendez-vous pour tester ce nouveau sport, et ça prend bien. Ça prend tellement bien qu'il réussit à convaincre ses propres amis de construire des terrains de paddle dans leur jardin et ils organisent régulièrement des parties tous ensemble dans leur communauté. Et le nom paddle, ça vient notamment d'un sport similaire qui existait déjà aux US, le paddle tennis. Une histoire sympa celui-là aussi, inventé sur des bateaux de croisière, le sol fait de planches était surélevé afin d'être chauffé, ainsi on pouvait y jouer dans des régions où le climat était assez dur. On continue dans la digression, Gaël Monfils en 2006, c'est un genou qui commence, et un jour au tournoi à Las Vegas, il fait un first. Il perd au premier tour, et au même moment, il y a les championnats du monde de paddle tennis dans la même ville. Les organisateurs lui donnent une wildcard, c'est-à-dire qu'ils l'invitent, et au premier tour, il se retrouve face à la légende du sport, le Federer du paddle tennis, et il gagne.
Et il gagne pas que le premier tour, il gagne le second, le troisième, et il gagne même le tournoi, et il devient champion du monde alors qu'il a raté son premier tour dans le tournoi de tennis de Las Vegas. Génie. Donc, si on mixe ce sport similaire des US et le nom de famille du fondateur, on obtient le paddle Corcuera. Sympa, un peu mégalo, mais surtout trop compliqué. Lorsque la fédération internationale sera créée, ils se mettront d'accord pour enlever le Corcuera de paddle Corcuera afin de simplifier la chose et de l'écrire paddle pour se différencier du paddle tennis. Donc là, on a un truc qui commence à tenir la route. Il est temps de s'attaquer aux règles du jeu qui jusqu'alors sont différentes dans chaque maison où sont situés les cours, selon les dimensions, les surfaces, les hauteurs, le matériel utilisé, etc. Si on prend le cas de la maison d'Enrique par exemple, il y a deux règles très importantes. Je vous parlais d'un mur de la maison sur lequel jouait la fille d'Enrique, et bien sur ce mur, il y a une climatisation. Si la balle touche la clim qui est contre le mur de la maison, on rejoue le point. Deuxième règle, si la balle touche les branches du bel arbre qui surplombe le terrain, on remet le point aussi, et il n'est pas question de le couper parce qu'il est beaucoup trop beau. C'est ce genre de détails qui font toute la différence et qui me plaisent beaucoup. Plus sérieusement, la femme d'Enrique, Viviana, écrit le premier livre de règles avec les dimensions officielles afin de partager le sport au monde. Maintenant que le sport est en place, qu'il a des règles, comment on le fait passer d'un sport réservé à une classe aisée dans des maisons privées à ça? Eh bien, on le doit notamment à un très bon ami du créateur du paddle, Alfonso de Hohenlohe, qui n'est autre que le filleul du roi d'Espagne à ce moment-là. C'est pas n'importe qui quoi. Et quand il vient se ressourcer en hiver chez son ami à Acapulco, il découvre ce sport, l'embarque à Marbella, où il possède un club privé pour jet-setters, et il sera à l'initiative de la création des 2 premières pistes de paddle en Espagne. Un de ses amis qui vient souvent au club de Marbella l'embarque en Argentine, et c'est un peu comme ça que le sport va exploser. Et il explose pour plusieurs raisons. Son côté ludique tout d'abord, c'est bien plus facile d'apprendre à jouer au paddle qu'au tennis ou au squash, les raquettes sont plus petites, les balles moins dures. Et surtout, son côté social. La femme d'Enrique le raconte bien, lorsqu'ils ont commencé cette aventure, ça a vraiment été un outil pour rassembler toute la famille, elle qui joue encore avec sa petite fille sans problème. Les parties sont tout le temps à 4 sur un petit terrain, on joue donc en équipe et proche des adversaires avec lesquels on peut interagir plus facilement. Les fédérations se structurent et on voit arriver de plus en plus de clubs et de tournois. Des personnalités comme Manolo Santana deviennent amoureuses du sport et en deviennent des ambassadrices de choix en organisant des tournois sur la côte espagnole. Chez nous, le paddle arrive en France dans les années 90 grâce notamment à Claude Bach, pion essentiel de ces années, et vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs à cette époque-là. Les numéros 1 français, ils s'appellent François San Miguel et André Gobert, et j'ai un peu de chance parce qu'ils sont de chez moi, à Carcassonne, et c'est même avec le premier cité que j'ai joué sur un terrain en béton, monté également par Claude Bach d'ailleurs, pour la première fois il y a des années. J'ai donc profité de cette vidéo pour rappeler son ancien partenaire André. Moi j'ai découvert ça en 90, parce qu'il y a eu les premiers terrains qui sont construits à l'Acacia, mais en dur, tu vois, en dur et grillage de poule un peu, tu sais. Et les sols étaient aussi en béton. Il y avait pas de... Au tout début, il n'y avait pas de moquette. C'est ce fameux Bach qui travaillait chez les affichages Giraudy, des panneaux 3x4 publicitaires. Il passait beaucoup de contrats avec les municipalités. Il demandait des terrains aux municipalités pour implanter ces fameux panneaux publicitaires. Et lui, en contrepartie, il finançait le montage des cours. C'est ce même Claude qui est à l'origine de la création de la Fédération Française de Paddle. Et au niveau des tournois, comment ça se passait? Comment on faisait pour être compétiteur de paddle dans les années 90 en France? Des tournois en France, au début, il y en avait 3-4 par an. Grand max, grand max. 3-4 tournois par an. Certains clubs désormais sont capables de faire autant en un week-end. Le tournoi qui avait place du Capitole... Alors ça, c'était tous les ans aussi. C'était une fois par an, tous les ans. Et jusqu'à l'an 2000, où il y a eu carrément les championnats du monde. Si vous ne le saviez pas, pendant un moment, une des grosses étapes sur le sol français, c'était le tournoi organisé sur la place du Capitole à Toulouse. Son apogée étant l'an 2000 évidemment, avec l'organisation des mondiaux sur la place. Je remercie évidemment André qui a pris le temps de répondre à quelques questions. Juste avant de partir faire un tournoi d'ailleurs, même à 60 ans passés, il charbonne toujours. Je viens donc de raccrocher avec le premier numéro 1 français de l'histoire, mais c'est qui les joueurs à aller suivre côté français en ce moment? Notre numéro 1 c'est Thomas Legge, 22 ans, ancien très bon joueur de tennis, il est parti en Espagne pour s'entraîner avec les meilleurs et est aux portes du top 100 actuellement. Le meilleur de notre histoire reste pour l'instant Benjamin Tison, qui est monté jusqu'à la 60e place mondiale avant de prendre sa retraite l'année dernière, débauché par la FFT pour devenir responsable du haut niveau du paddle. Il y a évidemment Bastien Blanquet, un Toulousain, champion de France 5 fois, et plus récemment évidemment Dylan Guichard et nos 2 youtubeurs paddle préférés, Manuel Vives et Julien Serin. On passe désormais au top du top français, et ça ne se passe pas chez les hommes mais chez les dames, puisque notre numéro 2 française Léa Godalier est autour de la 40e place mondiale. Elle vient tout juste d'être maman et revient sur le circuit en ce moment.
Elle était championne de France à de multiples reprises et pas avec n'importe qui, avec notre numéro 1, Alix Colombon, 31 ans, tout simplement 24e mondial à l'heure actuelle. C'est notre meilleure joueuse et de loin, championne de France tous les ans, elle participe à toutes les étapes du circuit principal et on espère la voir très vite dans le top 20. Chez les minots, on a également du très lourd qui arrive et je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. En 2005, le Pro Padel Tour débarque. On a donc un circuit de tournoi professionnel sur lequel vont tout simplement rouler Juan Martín Díaz et Fernando Belasteguin, circuit qui sera remplacé en 2013 par le WPT, le World Padel Tour, et deviendra la référence du circuit mondial avec des étapes dans le monde entier, un spectacle toujours plus impressionnant et des joueurs qui repoussent les limites chaque saison. Si le sport est prometteur, il y a forcément de l'argent en jeu, et s'il y a de l'argent en jeu, nos amis du Moyen-Orient ne tardent en général pas trop avant de pointer le bout de leur nez. L'arrivée sur le devant de la scène du Premier Padel chamboule tout il y a quelques années. Ils arrivent en travers, proposent des prize money monumentaux et font surtout jouer leurs tournois dans des lieux somptueux comme le Pietrangeli à Rome ou bien sûr Roland Garros. Et je peux vous dire qu'un terrain de padel sur le Châtrier, pour l'avoir vu, ça a quand même de la gueule. C'est officiellement cette année, la fin du World Padel Tour d'ailleurs, absorbé par le Premier Padel. Nous avons donc deux circuits principaux, le Premier Padel et le A1 Padel de Monaco. Les joueurs et joueuses de padel sont désormais des stars, suivis par des millions de personnes, jouent aux quatre coins du monde et il est loin le petit jardin d'Enrique. Parlons un peu de chiffres maintenant. Pour vous donner un ordre d'idée quand on parle du paddle et à quel point c'est énorme, en Espagne, le sport est presque aussi gros que le foot. On parle de plus de 4 millions de joueurs en Espagne. C'est quasiment 10% de la population totale. En Italie, on compte pas moins de 9000 pistes de paddle, c'est déjà le deuxième pays qui en compte le plus. En Argentine, nous sommes à 5 millions de pratiquants. Et en France, sur les dernières années, nous sommes passés de 639 pistes et 4735 joueurs à 2010 pistes et 800 000 joueurs en à peine 6 ans. C'est tout simplement énorme! Si ces chiffres en vrac ne vous permettent pas de vous projeter facilement, on va voir du côté des meilleurs joueurs du monde à quel point la domination de deux nationalités est présente. Voilà le top 100 masculin. Chez les hommes, on compte pas moins de 69 espagnols, 19 argentins et 0 français. Et voilà le top 100 féminin. Chez les dames, on compte 77 espagnols et 4 argentines. Le contingent espagnol ruine tout le monde à l'heure actuelle, il y a environ 10-15 ans de décalage entre l'Espagne, l'Argentine et nous. Certains de leurs joueurs n'ont joué qu'au paddle toute leur vie, alors que chez nous, les top players français viennent tous du tennis ou d'un autre sport de raquette. Nous sommes à l'heure actuelle en train de former les premiers jeunes de moins de 10 ans qui vont commencer le sport par le paddle. On va devoir être encore un petit peu patient avant d'aller titiller le top 5 mondial. Le paddle, c'était ça. Et maintenant, c'est ça. Les joueurs sont pros, bien payés, des marques et des sponsors dans tous les sens. Le paddle a vraiment sa place dans le paysage du sport professionnel quand on voit le nombre de centres qui ouvrent et qui sont pleins dès les premières semaines, le nombre de tournois, les marques qui se créent. Quand elle a vu ça, la Fédération française de tennis a eu le nez creux, puisqu'il y a quelques années, nous sommes passés pour la première fois depuis 40 ans sous la barre du million de licenciés. En intégrant le paddle, nous avons redépassé cette barre symbolique et elle ne fait qu'augmenter. Les clubs de tennis se métamorphosent, construisent au sein de leur structure ces précieux terrains de paddle pour relancer leur activité et détruisent même des terrains de tennis pour y poser 2 ou 3 terrains de paddle à la place. Tout ça, ça nous amène à une question que je me pose. Quand est-ce que le paddle va dépasser le tennis? J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la première de nouveaux formats sur cette chaîne et je peux vous dire qu'avec les sports de raquette, on a de quoi discuter un petit moment. Cette chaîne, je vais tester plein de choses, des formats plus ou moins longs, du mini docu, du vlog, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus. On se voit très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao.